Nous allons évoquer avec notre invité ce soir les élections au Togo. Le Togo se prépare dans quelques semaines pour les élections locales. Alors on verra des législatives au local du 30 juin prochain. Qu'est-ce qui va changer? C'est la question qu'on posera ce soir à notre invité, Zeb Kouété. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Vous êtes un acteur politique togolais, membre des forces démocratiques pour la République. Mais avant de parler du sujet du jour, aujourd'hui, c'est quand même une triste date pour le Togo, surtout pour le football. On se rappelle ce drame de Lungi que vous avez un peu vécu personnellement, Zeb Kouété. C'est vrai, le 3 juin 2007, on était de la délégation de la Fédération togolaise football. J'étais le manager de la Fédération togolaise football. On avait conduit cette délégation et après le match, nous avons livré contre la Sierra Leone. On avait gagné à 0. Au retour, on est arrivé à l'héliport de Freetown pour aller sur Lungi. Parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Freetown, parce qu'il y a les montagnes et tout ça. L'aéroport même est à Lungi. Et après, on vient un ralliement par hélicoptère de Lungi à Freetown. Bon, en gros, ça fait 7 minutes à peu près de traverser. Et le premier contingent, je dirais, il y avait 21 personnes. Il y avait le ministre Atipoué, Amenyan, enfin, nos compatriotes et la plupart des personnes qui étaient du vol, disons les techniciens, pilotes, autres. Bon, moi je faisais la liste des passagers. Pendant ce temps, les joueurs étaient à l'hôtel pour se doucher, changer un peu et préparer leur retour sur Lomé. Et bon, après avoir embarqué, je dirais 18 ou 19 à peu près, personnes, il y avait encore un témoignage. Il y a Pierrot Atiobé, votre confrère de Pyramide FM aujourd'hui, qui était là aussi. Et Freddy Aladji, paix à son âme, voulait être de la partie et aux côtés du ministre Atipoué. Donc Pierrot est sorti. Moi, je suis monté et après, j'ai remis mon trolley à Freddy. On est parti. Et je faisais la deuxième liste pour le deuxième hélicoptère. Donc, après, sur le sixième nom, j'ai eu un coup de fil du pilote russe qui m'appelle. Bon, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi ça se rappelle? Et il m'explique un peu la chose et tout. Il crache. What? Le temps de se révéler, afin de se réveiller un peu, eh bien, le monsieur part dans le bureau, il me prend. On va dans le bureau, il me dit, eh bien, il crache. Que faire? Il y avait des pleurs partout. On était tous... On ne comprenait pas. C'est vrai aussi qu'au départ, à l'aller, nous qui avons pris cet hélicoptère de Lungi à Freetown, on avait déjà une appréhension. Parce que l'hélicoptère n'était pas au point. Non, franchement, on avait déjà la trouille en traversant la mer. Ça montait, ça descendait. Waouh! Et au retour, on s'est dit, bon, mais ce qui est un peu choquant, c'est que à l'aller, il y avait une partie de la délégation qui était obligée de prendre le bateau. Mais la nuit tombante, certains ne voulaient plus monter sur le bateau. Bon, la plupart des personnes qui étaient décédées n'avaient pas pris le vol au début. Ils ont pris le bateau. Donc, pensant qu'on allait peut-être laisser encore, donc ils ont préféré rapidement monter à bord. Mais, parce qu'il y avait quand même une liste. Bon, les premiers, après, ce sont les joueurs, et après, ce sont les chefs de délégation. Bon. Mais, malheureusement, le drame est arrivé.
Mais ce que nous déplorons encore aujourd'hui, il n'y a pas une lumière sur cette affaire-là. On a encore fait un tour à Sierra Leone pour ces enquêtes-là, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Et moi, le jour des obsèques nationales à Lomé, ce qui m'a encore peiné, on n'a pas vu la délégation de la CAF, dont M. Issa Hayatou était président de la CAF. Le Togo a perdu ses fils lors de cette compétition, et le président de la CAF n'était pas là. Mais que nos amis, parce que la plupart de ces personnes décédées étaient des amis, tous les jours on était à la fédération, et qu'ils reposent en paix. Merci beaucoup. On souhaite encore véritablement que leur âme repose en paix. Alors, on va aborder maintenant le thème du jour. Nous parlons des élections, des législatives au local. Qu'est-ce qui va changer? On se prépare, comme je l'ai dit, dans le 30 juin prochain. Ce sera les premières élections locales au Togo depuis 1987. Quel regard vous avez sur ce processus dans lequel le Togo vient de rentrer pour les élections locales prochaines? Non, c'est vrai que moi, personnellement, on était très jeune. Oui. Bon, j'ai quand même participé à la dernière élection en 1987. On était à l'université. Et bon, on ne savait pas trop les enjeux. On a voté parce que dans mon quartier, il y avait un bureau de vote. On a vu des choses. C'était un amusement pour nous. Mais aujourd'hui, avec l'âge et les enjeux actuellement, c'est des choses assez importantes. Moi, je crois même qu'on devrait organiser d'abord ces élections locales régulièrement en Afrique. Quand on prend la plupart des personnes ou bien des pays démocratiques aujourd'hui, à l'instar de la France, les États-Unis, l'Allemagne et autres, la plupart de ces chefs d'État ont été d'abord conseillers municipaux, maires, députés, sénateurs et président de la République. Parce qu'il y a eu un parcours politique. Ils arrivent au moins d'abord à gérer leur petite localité, leur petite communauté, et après la région, et après, mais en Afrique, on veut d'abord être rapidement président de la République, et après, bon, on voit la suite après. On n'arrive pas à gérer, bon, on pille. Non, mais je crois que il est temps. Bon, si les partenaires au développement qui nous ont poussés à aller à ces élections-là, eh bien, chapeau. Mais je crois aussi il y aura quelques frustrations lors de la révision des listes électorales. Personnellement, je suis membre des Forces démocratiques pour la République et secrétaire chargé du numérique. Je suis candidat pour pousser local dans les lacs 1 à Anéro. Et je suis tête de liste de la coalition C14. Mais moi, quand ils ont ouvert la révision, j'ai été à Anéro le jeudi, rapidement pour se faire enrôler. Et pendant les 3 jours, j'ai fait le tour. Il y avait des problèmes d'ordinateur, de chauffe et tout ça. Bon, c'est vrai que la CENI a donné une journée de plus le dimanche, mais il y a certains Togolais qui n'ont pas encore réussi à avoir leur carte d'électeur. Bon, pourquoi? Je me pose la question. Si nous avons attendu pendant pratiquement 32 ans, qu'est-ce qui nous presse aujourd'hui? On devrait prendre du temps pour faire les choses dans les règles de l'art et que le 30 juin, on aura des élus qui doivent, qui doivent représenter leur communauté. C'est vrai aussi que la politique a ses agenda. Il y a le parti qui est au pouvoir, UNIR, a son agenda. Et on avait dit dans ce pays, les actions doivent être posées de manière consensuelle. Mais par moment, on n'arrive pas à respecter ces choses-là. Bon, nous espérons que ces élections locales permettront un décollage
un décollage de notre démocratie. Et avant d'en venir là, vous avez soulevé tout à l'heure le point même de la révision des listes. Mais Zeb Côté, vous conviendrez que même si on donne 100 jours, il y aurait des Togolais qui n'auraient pas pu se faire enrôler. Ça, c'est vrai. On avait eu déjà un petit séminaire sur cette affaire-là. Normalement, au niveau de la révision électorale même, le cadre électoral même, supposons un jeune qui a 17 ans, 11 mois, en juin, le 30 juin, il a 18 ans. Oui. Théoriquement, il devait se faire enrôler. Voilà. Donc, on ne devrait pas dire forcément 18 ans. On devrait... Non, je pense que la spécificité a été faite, ceux qui ont 18 ans ou ceux qui l'auront à la date du scrutin. Oui. 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 Ça a été dit, je crois bien. Oui, c'est ce qui est dit, mais ce n'est pas fait. Parce qu'il faut forcément avoir 18 ans. Oui. Oui. Bon, maintenant, si les chefs de quartier ou bien les chefs traditionnels arrivent à attester que vous êtes majeur, oui. Mais normalement, la loi devrait voir à peu près, ok. Eh bien, si c'est à 1 mois ou bien à 2 mois des élections, eh bien, vous avez 18 ans, vous êtes majeur, là, on peut vous enrôler. Mais là, vous avez raison aussi, c'est vrai, même si on donne 100 jours, il y aura certains Togolais ne seront pas à jour. Il y en a que ça n'intéresse même pas. Eux, ils s'en fichent carrément. Bon. Et quand on prend, ne serait-ce que ce que je connais, par rapport au corps électoral des LAC 1, par exemple, en 2013, on en avait 15 500 et quelques en corps électoral, mais en suffrage exprimé, on est à 10 000 poussières. Alors que le recensement de la population d'Anéro au lac était pratiquement de 21 000. Bon, ça prouve que certains s'en fichent carrément des histoires d'élections, de politique. Mais tout ça est lié à une certaine démotivation politique. Parce que ils ont fait des choses... C'est pas typiquement togolais non plus. Non, c'est général. C'est général. Comme, même en France, vous allez demander... qui est le maire de Paris? Ils sont à Paris, parce que c'est pas leur affaire. Bon, lui, il travaille, paie son loyer, il s'en fiche complètement. Ben, mais ils oublient que la politique, c'est partout. Bon, le prix du transport est fixé par un politique. Donc, la CENI a quand même rendu public il y a je pense il y a 2 ou 3 jours, la liste afin de personnes enrôlées pour la révision. Ça tourne autour d'un peu plus de 200 000 personnes. C'était pas vraiment le grand engouement, on dirait. Je crois, à titre conservatoire, je crois que beaucoup de Togolais, malgré le mot d'ordre qui était lancé par la coalition, beaucoup de Togolais ont pris leur carte de manière conservatoire. Bon, c'est vrai aussi que la carte d'électeur est une pièce d'identité. Il y a nos mamans, nos frères qui sont dans les fermes et autres, ils n'ont pas de pièce d'identité. C'est une occasion aussi pour avoir un document. Quand moi je prends, ne serait-ce que le cas d'Anéro, par exemple, pour traverser la frontière, c'est la croix et la bannière. Vous êtes obligé de glisser 2 pièces ou un truc comme ça, mais avec la carte d'électeur, il ne peut plus payer les 200 francs, bien sûr 500 francs, malgré si elle a plus circulation des biens des personnes, mais bon, l'espace CEDEAO, ça c'est un autre débat. Bon, je crois que ces personnes ont fait leur carte, bon, même s'ils n'ont pas voté ou bien même s'ils ont voté. Bon, le corps électoral, aujourd'hui déjà en 2015, on avait un corps électoral de 3 millions d'euros. Bon, après 3 ans, même s'il y a une augmentation de 200 000, 300 000, je crois que c'est normal. C'est normal. C'est normal. D'accord. Alors maintenant, on va, comme je l'ai dit, à ces élections locales. On a passé le cap des législatives. Entre les 2 scrutins, est-ce que selon vous, il y a eu véritablement du changement, en tout cas dans l'arène politique? Les choses ont changé. Une génération part, une nouvelle arrive. Certes, ça crée des frustrations, mais ainsi va la vie. Nous n'avons pas été aux législatives, c'est vrai. Il y a une législature aujourd'hui. Les lois qui seront légiférées seront adoptées par tout le monde. Ça va engager tout le monde. Ça engage tout le monde. Et je crois qu'à un certain moment, il faudrait avoir un sursaut patriotique.
quels que soient les cas, ou bien quels que soient les problèmes, l'homme politique est changeant. Quand on parle, ne serait-ce que de l'article 75 par exemple, de la Constitution, qui fait couler beaucoup d'encre et tout ça, là, bon, moi je dis non. Ceux qui sont aux affaires, qui ont la majorité, ont inscrit cet article 75. Une constitution, une assemblée peut être dissoute à tout moment. Quand le pouvoir change. Mais même quand on prend le cas de Emmanuel Macron en France, pour gouverner en France, il devrait avoir une majorité. Il était obligé de dissoudre l'Assemblée et aller aux élections législatives. Donc c'est pourquoi il a réussi à mettre ses hommes de son côté pour pouvoir gouverner. Il n'y a même pas un mois, nous avons le cas béninois à côté. Donc, quand on crie article 75, moi, c'est un des pires phénomènes. Le jour où l'opposition, ou bien une autre force, serait aux affaires, et bien automatiquement, la première session, eh bien, tout ça va balayer ça. Donc, avançons. Avançons. Donc, moi, je crois que la démocratie évolue, même s'il y a des frustrations. Et le problème que nous posons au Togo et au niveau de l'opposition, c'est le verdict, la vérité des urnes. Nous parlons de 3 millions 200 ou bien 400 là. Et lors de la compilation de ces résultats, il faudrait que la CENI soit responsable. On ne va pas chaque fois afficher de mauvais comportements, de mauvais exemples dans la sous-région, voire dans le monde, parce que bon, aujourd'hui, le monde est réduit à un petit village. Donc, j'invite la CENI d'être sérieuse. Mais vous conviendrez également que généralement, qu'il s'agisse d'élections législatives ou présidentielles, les élections législatives généralement n'ont jamais fait l'objet de contestations. C'est souvent les présidentielles qui cristallisent les contestations. Et là, on a une élection qui est locale. On s'imagine que la contestation ne sera pas majeure. On espère. Puisque quand on va commencer, je dirais, de 7h à 16h ou à 17h, bon, automatiquement, on sait. Dans nos écoles, là, les bureaux de vote, on saurait pratiquement les tendances. Même si on ne peut pas publier les résultats, mais les quartiers généraux des différents partis politiques ont déjà leurs résultats. Et je doute fort que la CENI, je vais donner un exemple, qu'on a, disons, un score, la coalition par exemple à X, à B, à disons 300, et qu'on nous dise après 150. Je crois que nous sommes de l'ère numérique aujourd'hui. Les gens auront les PV photographiés et déjà. Et ce qui me réjouit dans tout ça, je me dis, ça va changer l'homme togolais. Parce que les gens ont tendance à frauder. Les gens ont tendance à vicier même le processus. Sachant très bien que les hommes changent. Et que la génération qui avait aidé l'ancien système à pérenniser, cette génération part. Et que nos amis aujourd'hui qui sont à UNIR et autres, avec qui nous avons fait les mêmes écoles, on boit tout le temps, on joue au football, bon, on se dit beaucoup de choses. Il y a seulement un problème de débat d'idées. Et même s'ils doivent tirer le drap vers eux, il y a une conscience qui arrive. On n'est plus dans une tension. Bon, avant, vous ne pouvez même pas adresser la parole à un ami. Voilà. Mais les choses changent. Ça change. Et je crois que les élections locales, là, vont décrisper encore quelque chose. Et quoi? Pourquoi?
quand on voit la configuration actuelle, parce que nous avons des informations par rapport au dépôt des listes et tout ça, ne serait-ce que par exemple, en Europe par exemple, nous avons 7 listes. Et il faut élire 11 conseillers municipaux. Mais par rapport à la configuration actuelle d'Anejo par exemple, ou même ailleurs, à Lomé ou ailleurs, aucune liste ne peut pas avoir la majorité. Aucune ne peut pas avoir, par exemple le cas d'Anejo, ne peut avoir 6 conseillers directs. Ce serait difficile. Donc, à un moment, il faut élire le maire. Des jeux d'alliance. Vous êtes obligé de voir l'intérêt de votre communauté. Même si je suis de la coalition, que je veux être maire, Zebkouti veut être le maire d'Anejo, et que je dois avoir les voix de l'ANC, par exemple, eh bien, on doit le faire. Ou bien si un candidat indépendant, unir, donc, qui veut être maire, et que je vois en lui, est-ce qu'il peut apporter quelque chose à ma communauté, on va parler. Nous serons obligés, parce que, quelles que soient les élections, la proclamation des résultats, le mardi qui suit automatiquement, eh bien, vous devez élire le maire. Donc, pendant la semaine, là, vous êtes obligés de faire des alliances. Ok, nous sommes 11, et peut-être 3 veulent devenir maire. Mais ce n'est pas évident. Vous avez eu 3, vous avez eu 2, vous avez eu 4, vous êtes obligés d'avoir un accord. Et je crois que les crispations ou bien les aigreurs que nous traînons dans nos chapelles politiques, pendant cette semaine-là, nous sommes obligés. Et supposons que le maire ait tendance de l'opposition ou bien des FDR, son adjoint est d'unir, vous allez auprès d'un partenaire au développement à l'étranger, vous êtes obligés de partir ensemble. Donc moi je dis que je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ces élections depuis 30 ans. Ça devrait apaiser la tension politique que nous avons dans le pays. Parce qu'on parle seulement présidentiel, et il y a des morts. Mais là, que Dieu nous prête vie, sur 10 ans, 15 ans, on verra que la tension politique que nous avons dans le pays va s'estomper. Parce que nous aurons toutes les tendances qui vont gérer leur communauté et il n'y aura plus de chiens et chats et je dirais la communication transversale, parce que avant on avait seulement une communication horizontale, on ne peut pas aller de l'autre côté, mais là nous sommes obligés de faire des couloirs pour pouvoir gérer notre communauté. Alors, vous pensez donc que l'un des gros enjeux aussi de ce scrutin, c'est d'avoir en tout cas à instaurer un vivre ensemble entre les partis, les différentes tendances. Tout à fait, parce que ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, j'étais en Europe par exemple, on faisait quelques calculs. Mais qu'est-ce qu'on fait? À Lomé, avec des amis, on fait des calculs. On dit, ah tiens, si on n'arrive pas à faire la majorité, on fait quoi? Avec qui on doit négocier. Parce que vous devez négocier avec quelqu'un. Bon. Et là, cette personne peut-être, vous n'arrivez même pas à dire bonjour. Alors qu'aujourd'hui devient, c'est une sorte de partenaire. Oui, c'est lui qui doit faire le roi. Sa voix compte. Tu es déjà dans cette posture-là aujourd'hui. Il faut déjà commencer par diluer un peu le discours, commencer à lui dire bonjour, parce qu'on ne sait jamais. Parce que après les élections, vous êtes obligé de parler. Mais je crois que ces élections vont donner un début de bonne gouvernance dans notre pays. Alors, est-ce qu'au même moment, cette élection n'induit pas aussi un nouveau paradigme dans la classe politique? Je veux évoquer surtout de l'opposition, parce qu'au niveau de ceux qui sont aux affaires, ils sont déjà habitués à ce mode de gouvernance, même si c'est des délégations spéciales. Aujourd'hui, on voit cette opposition qui prend d'assaut cette élection, comme si on a changé d'avis. On pense que c'est prendre le pouvoir par le sommet n'est plus très évident, il faut commencer à la base. Les mentalités changent. Comme je disais, aujourd'hui, bon, je ne peux pas titiller quelques partis, mais c'est un cri. On va aller aux affaires, on va aller, on va faire ça. Mais vous lui posez la question, de quel côté on met un paraffeur
sur un bureau, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc, l'apprentissage commence par là. Et quand vous êtes déjà conseiller municipal, voire maire, vous avez des dossiers de toute tendance. Oui. Vous êtes obligé de gérer la plupart de l'écosystème dans lequel vous vivez. Santé, économie, école. Mais vous êtes obligé. Maintenant, le conseil municipal qui n'est pas de votre bord, supposons, nous sommes dans l'agriculture, et que le conseil municipal qui est chargé, qui est agronome, qui n'est pas de votre bord, il y a un projet qui arrive, vous êtes obligé de parler. Il va vous produire un projet, un avant-projet, et en tant que maire, l'oreille, vous devez l'écouter, parce que ce n'est pas de votre domaine. Lui, c'est son domaine. Donc, on oublie les chapelles politiques. Et quand je vois la petite expérience que en France, où j'ai passé plus ma vie, mais quand vous voyez les maires, mais moi je vais souvent à la mairie de Vanves, mais vous ne saurez jamais si le maire est du PS, du Front National. C'est seulement dans la discussion off, on dit, ah, il est Front National, il est socialiste. Et même quand on fait les mariages et autres, eh ben, c'est un conseiller municipal qui est du Front National, mais qui va célébrer le mariage d'un autre qui est du PS. Mais c'est beau. C'est beau. Et la vitalité de la démocratie, pour ceux qui nous ont ramené c'est maintenant, depuis 90, c'est maintenant que le Togo va l'expérimenter. Va expérimenter la démocratisation. Tout ce qu'on a fait là, c'est l'a priori. C'est maintenant que la démocratie va commencer au Togo. Et même l'engagement politique, même des Togolais, les gens n'osent même pas. Soit vous êtes fonctionnaire de l'État, vous ne pouvez même pas vous afficher si vous êtes de l'opposition. Bon, et vous êtes peut-être brimé parce que vous ne pouvez pas défendre un dossier. Oui. Mais quand on va savoir que M. Saoui, qui est, disons, de l'opposition par exemple, il est à la fois conseiller municipal, mais il va parler. Il ne va pas avoir peur. Mais actuellement, vous demandez à un Togolais de l'opposition, qui est chef-service dans un service public, il ne peut pas l'afficher. Il ne peut pas l'afficher, d'accord. Donc, tout ça, ça va régler ces problèmes-là. On saurait. D'accord. De côté, malheureusement, on est arrivé à la fin. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. On aura éventuellement d'autres occasions de vous recevoir. Vous êtes acteur politique togolais de FDR. On va marquer la pause. Après le journal, on est ensemble dans Regard Croisé. Ok.